Isabelle Maréchal. Aussi pertinente que touchante. Fred Bastien. Let's go, on y va. Vous avez la chance de réellement changer les choses parce que vous êtes né dans une démocratie, ma gang de chanceux. Ça ne fait que contribuer à la polarisation au sein du conflit, mais de notre société aussi. On doit se comparer avec nous-mêmes. Fred Bastien, merci d'être là, Fred. Un grand plaisir. Tu veux revenir sur le scandale qui secoue les États-Unis et qui pourrait peut-être être l'une des failles de sécurité les plus importantes de l'histoire militaire américaine récente. Bon, mais là, moi, je suis le seul coucou qui dit « Attendez, là, c'est peut-être pas une erreur, là. C'est peut-être pas une fuite, là. » Explique-nous, parce que là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un journaliste qui a été mis sur la liste et il y a eu accès à des documents qui touchaient un échange de courriel, un échange de messages. Voilà. Autrement dit, là, Trump, J.D. Vance, Monsieur Hegseth, qui est le secrétaire de la Défense, là, donc les gens qui sont responsables de l'armée au plus haut point s'envoient des textos pour se dire « Hey, on devrait faire tel bombardement à telle place, à telle heure. » Dans le groupe, dans le chat de groupe, il y a un journaliste de The Atlantic. Bon, on en parle depuis 2 jours là, dans les nouvelles. Ouais. Mais il y a personne qui dit... Tout le monde dit c'est une fuite, c'est un danger de sécurité. Il y a personne qui dit « Hey, c'est peut-être une manœuvre de relations publiques. Là. Peut-être que ces gars-là voulaient absolument que ça sorte parce que on est encore dans la rhétorique non-interventionniste des Américains qui disent « Oui, on a longtemps été la police mondiale, là, mais là, maintenant, on va arrêter. » Puis dans les textes qui ont fui aux journalistes de The Atlantic, qui se retrouvent là un peu par hasard. Le gars qui a parti le groupe chat, par erreur, j'ai mis un des journalistes les plus importants. Ben, c'est énorme. Ouais. Puis moi, j'ai vraiment un doute raisonnable. Encore une fois, j'ai mis mon petit chapeau d'aluminium, mon petit chapeau de conspirationniste. Mais il va bien. Merci, j'apprécie. Puis j'en profite parce que je peux le faire. Hein? C'est merveilleux d'être un YouTuber divertisseur. Là, ça me permet de pouvoir dire ce que je veux. C'est quand même beau de dire qu'on a relativement peu de portée sur J.D. Vance et les États-Unis. Non, exact. Non, mais puis c'est au niveau de la crédibilité journalistique, là, c'est ce que je respecte beaucoup ça. Fait qu'il y a des choses que tu peux dire puis que tu peux pas dire, etc. Ouais. Mais juste rapidement pour terminer là-dessus avant qu'on tombe sur les médias sociaux, dans les messages qui ont fui aux journalistes, il y a J.D. Vance qui dit si vous pensez qu'on devrait le faire, on devrait le faire. Je déteste juste sortir l'Europe du trouble encore. Hey, je m'excuse, t'écris ça à ton collègue avant de bombarder une nation. Là. Ça, c'est un message aux journalistes. C'est pour dire, oui, on va intervenir, mais on sera pas encore ceux qui vont défendre l'Europe là, métaphoriquement en général. Là, puis, il ajoute même, faut juste s'assurer que notre message est clair. Puis Pete Hegseth là, qui répond, oui, moi aussi, je suis vraiment d'accord avec toi là, que malheureusement, on sort encore l'Europe du trouble. Hey, c'est de la justification pour leur acte, pour pas passer pour du monde. Tellement ce monde-là qu'ils se le disent aussi dans leur courriel parce que le journaliste a quand même eu accès à des messages importants sur des frappes qu'ils voulaient faire. Les frappes sont arrivées quelques heures plus tard. Au Yémen. Encore une fois, calcul de risque. Disons que c'est vraiment manichéen. Là. Disons que c'est pas une erreur. Juste pour le fun. Assumons que c'est pas une erreur. Ben, c'est quoi l'enjeu d'avertir un journaliste d'une démocratie, d'une frappe qui va avoir lieu dans quelques heures? Tu sais, moi, j'ai un doute raisonnable sur le fait que c'est si dangereux que ça de faire fuir ces informations-là. C'est pas comme si on avait fait fuir les informations à l'ennemi ou à une nation rivale. Là. C'est un journaliste. Là, sais-tu ce que j'ai pensé? Je me suis dit, voyons, comment ça se fait? Tu sais, on a reproché, les républicains ont reproché à Hillary Clinton et d'ailleurs, le président Trump continue de le faire. Là. Dans sa tête, tu lui demandes, il est convaincu qu'Hillary Clinton devrait être encore emprisonné pour ça. Ces fameux courriels. Ces fameux courriels non sécurisés. Fait que, nonobstant le fait que lui-même avait des boîtes qui traînaient à Mar-a-Lago, mais ce qui est bon pour elle n'est pas bon pour lui. Puis souvent, les accusations, c'est de la projection. Là. C'est comme ce qu'on reproche aux autres, c'est ce qu'on fait souvent nous-mêmes aussi. Là. Ça a l'air. Donc, finalement, tu te dis, mais attends, comment ça se fait que ces courriels-là ne sont pas sécurisés? Il y a le chef du Pentagone là-dedans, il y a le vice-président des États-Unis. Entre guillemets, sécurisé sur Signal, là, qui est une application encryptée. Là, encore une fois, on peut plonger là-dedans très longtemps. Mais justement, moi, je lève le doute raisonnable en disant, c'était peut-être une manœuvre de relations publiques. Possible. Là, maintenant, tous les journalistes au monde disent, regardez comme c'est des niaiseux, mais peut-être que dans le fond, ils voulaient que ce message-là sorte, que l'Amérique va intervenir, mais c'est pas pour aider l'Europe cette fois-là. Moi, c'est potentiellement une porte de sortie, puis c'est ça. Est-ce que cette administration-là est efficace ou niaiseuse? Ça dépend à qui on pose la question, mais moi, je pense que c'est des gens qui ont un plan habituellement. Il y a des nouvelles qui sortent à l'effet qu'aujourd'hui, c'est cool de ne plus être sur les réseaux sociaux. Peux-tu croire? Et ça, ben oui, je peux le croire. Cool, écoute, je suis étonnée parce que tout ce qui est coolness, c'est beaucoup les jeunes qui partent et tout. Ouais. Mais et ça me surprend qu'à moitié parce qu'effectivement, moi, dans mon entourage, je remarque qu'il y a des jeunes, là, c'est moi, je ne veux plus être sur les réseaux sociaux, mais qu'ils le font parce qu'ils se disent,
pour ma santé mentale, je refuse ça. Complètement. Fait que c'est comme quelqu'un qui dit, moi, je sais que si je suis si je vais dans un bar, je vais me saouler. C'est comme, si je vais sur les réseaux sociaux, c'est sûr que j'y brûle ma vie. Voilà. Donc, pour ne pas le faire, je me décroche. Est-ce que c'est ça qui est dit derrière? Mais je pense qu'il y a ça, mais il y a aussi une question de statut. C'est une tendance. Exact. C'est une tendance, mais c'est une tendance. Mais en même temps, on a des statistiques là, aux États-Unis. Là, c'est 89% des jeunes qui regardent leur téléphone 10 minutes après s'être réveillés. Là, donc, c'est quand même, on est encore beaucoup là-dedans. 10 minutes, mon Dieu, que c'est donc bien long. C'est long, hein? Non, dans les 10 premières minutes, pardon. Moi, ça prend 3 minutes, je tends le bras, puis c'est comme... Ouais, 69% des jeunes Américains ont texté des gens dans la même pièce où ils étaient. Bref. Oui, oui. Imagine 60% des gens dorment avec leur téléphone. Mais en tout cas, combien qui dorment? 60% qui dorment avec leur téléphone. Ouais. Mais donc, on sait qu'en termes d'utilisation, c'est élevé. Cependant, c'est un article de Newsweek cette semaine qui m'a attiré mon attention là-dessus. Effectivement, il y a des tendances auprès des milléniaux, mais aussi un peu la génération Z, de dire, hey, moi, je suis au-dessus de tout ça. Les réseaux sociaux. Moi, je suis plus cool que ça. Non, Z, c'est plus jeune que moi encore. Okay, moi, je suis millénarial. Toi, t'es millénarial. Appelle ça comme tu veux. Là. Moi, je suis enfant de l'Internet. Ouais. Mais non, mais ce qui est intéressant, c'est justement, tu l'as mentionné, ces applications-là sont plus addictives que jamais. OK? Avec Musk qui a acheté Twitter, c'est encore plus addictif que ça l'était avant. TikTok, il y a une boutade qui dit si les médias sociaux sont une drogue, ben TikTok, c'est le fentanyl. Oh. Puis ça vient de la même place, d'ailleurs, en passant. Mais donc. Qu'est-ce que tu veux dire, ça vient de la même place? De l'autre bout du monde, là. C'est qui a inventé TikTok, puis qui ship la plupart du fentanyl du monde. Voilà, ça vient de la même place. Ouais. Mais les Chinois, tu veux dire? Mais dis-le, pourquoi tu le dis pas? C'est d'un coup qui nous écoute. Ben voyons donc! Moi, j'ai CapCut sur mon téléphone cellulaire, Isabelle. Qui parle? Il veut pas dire le mot. Non, je m'amuse. Mais rapidement, pourquoi c'est intéressant? Parce que si on se dit... Je vais me brûler, là, moi, en 10 ans? Est-ce qu'ils vont péter les pneus de mon véhicule? C'est pas la première fois que tu fâches du monde quelque part dans le monde, Isabelle. Puis Dieu merci, tu fais bien ton travail. Mais rapidement... Mais pas Dieu là-dedans. Okay. Non, c'est vrai. En Chine, c'est communiste, il n'y a pas de Dieu nulle part. Non. Sans blague, c'est comme de dire, hey, moi, je suis au-dessus de ça, j'ai pas besoin de ça. Il y a même un symbole de statut maintenant, c'est de dire, hey, moi, je suis pas sur les réseaux sociaux. Mon profil Instagram est privé. Je passe pas beaucoup de temps là-dessus, comme pour se distinguer de la masse. Parce que qu'est-ce qui est cool initialement, c'est d'être un peu à contre-courant. C'est de partir une tendance. Donc là, on n'est pas encore dans le fait que cette tendance-là est répandue, mais assez pour qu'on en parle puis qu'on voit qu'il y a des jeunes qui choisissent de toucher du bois puis flatter du gazon plutôt que de toucher leur téléphone puis de tomber dans des trous noirs infinis. Donc c'est intéressant de voir si ça va continuer comme ça. Comment tu vois ça, toi, justement, enfant de l'Internet? Ben, moi, je trouve ça intéressant parce que tu sais, Internet, là, quand j'avais 15 ans, là, c'était des forums, c'était lent. Là, maintenant, sur YouTube, tu peux tomber dans des trous de lapin infinis. Là, donc, là, en vieillissant, je commence à me dire, hey, je devrais prendre un pas de recul puis voir ça comme c'est-à-dire une drogue. Ouais. Mais ensuite, c'est notre travail. Les gens interviewés... nous, on se justifie beaucoup. Ouais, non, moi, c'est ça. Parce que moi, tu sais qui me remet à l'ordre? C'est mes filles. Ben oui. Qui me disent, maman, t'es pire que nous. T'es tout le temps sur ton maudit téléphone. Mais moi, je dis, c'est mon outil de travail. Je m'en décharge complètement. Exact. On est à la fois des bourreaux et des victimes de tout ça. Ouais. Ça sera notre prochaine chronique. Ben oui. J'ai hâte d'en reparler. On peut aller plus loin encore. Parce qu'il faut tellement aller plus loin, puis on posera la question aux gens. Et on n'a plus le temps. Non, mais lundi prochain. Mais il fallait juste que je fasse mon coucou avant pour dire que peut-être que c'est volontaire, là, les fameuses fuites d'informations américaines, là, entre guillemets. Merci ça me fait plaisir d'en partager. Personne n'en parle de ça. Personne n'en parle de ça. Vous l'aurez entendu à cette émission. Voilà. Merci, frère.